Jean Lacapelle. Bonjour. Hier soir, Toulouse a été sacré champion de France de football au Stade de France. Emmanuel Macron, lui, a été plutôt épargné. Un peu de carton rouge dans les tribunes, peu de sifflets aussi entendus alors qu'ils avaient été distribués juste avant la rencontre par la CGT. Est-ce que vous y voyez un succès pour le chef de l'État qui avait choisi d'y aller quand même, malgré la crainte d'une contestation sonore et visible dans les tribunes du Stade de France? Tout d'abord, j'y vois la victoire du sport. Et ça, c'est une bonne chose. Et les amoureux du football ont dû apprécier la belle victoire de Toulouse. Ensuite, le chef de l'État avait quand même organisé les choses, aménagé les choses de manière à ce que il n'est pas une volée de sifflets comme il le craignait. Il avait supprimé les cartons rouges à l'entrée du stade. Ça fait 85 ans que la tradition veut que le président de la République aille saluer les équipes sur la pelouse. Il ne l'a pas fait. Il a salué dans les vestiaires les équipes. Donc, courageux, mais pas téméraire. Il aurait dû y aller sur la pelouse. Ça n'aurait pas été vécu comme une provocation. Je crois qu'il aurait dû y aller. Mais voilà, il s'attendait à une nuée de sifflets. Il l'aurait certainement eu. Et puis, à la 49e minute et 3 secondes, vous avez compris le symbole. Il y a eu donc en effet un mouvement de sifflets dans le stade. Globalement, les choses se sont bien passées. Je crois que c'est le sport qui devait primer hier soir. Et je suis très content que ce soit passé comme cela. Ce qui n'empêche que c'est demain que la opposition va continuer dans les rues en France. Et ce jour de 1er mai sera, je pense, un symbole de force. Il devait y avoir un rassemblement autour du Stade de France, interdit par la préfecture. Et puis la justice a finalement dit que cette interdiction n'a pas lieu d'être. Est-ce que les préfectures sont trop promptes à interdire les rassemblements ? Ben oui, on peut se demander honnêtement si la liberté d'expression ou la liberté de manifestation n'est pas violée parfois. Vous posez la question et vous y répondez en disant oui. Oui, moi je me suis posé la question hier tout de même, parce que quand on supprime les cartons rouges par exemple à l'entrée des stades auprès des supporters, ben oui, on peut se demander si c'est pas une violation de la liberté d'expression. Voilà, maintenant Emmanuel Macron qui a l'habitude dans ses déplacements quelquefois d'aménager, d'organiser, vous savez, à quelques militants. C'était un peu plus difficile, je crois, de trouver 80 000 militants de Renaissance hier pour remplir le Stade de France. Les cartons rouges et les casseroles, vous dites c'est la même chose ou il faut faire un distinguo entre les deux? Je pense aux casserolades qui sont organisées quand les ministres se déplacent et qui sont retirées aux manifestants. Ce que je retiens, c'est pourquoi on en arrive à ce type d'hostilité. Mais vous les souvenez, les Français qui, par exemple, accueillent des ministres ou le président avec des casseroles ou avec des manifestations de colère? Oui, moi je ne soutiens pas les Black Blocs, par exemple, qui viennent dégrader, qui viennent casser du flic, qui viennent dégrader et brûler du mobilier urbain. En revanche, je soutiens évidemment ceux qui continuent à s'opposer, parce que leur seul moyen d'expression aujourd'hui, on leur a confisqué le débat public à l'Assemblée nationale, puisqu'on a passé au forceps le projet notamment de la réforme des retraites, eh bien, je soutiens ceux bien évidemment qui s'opposent au chef de l'État, à condition qu'il respecte bien sûr la fonction et qu'il respecte l'homme. Mais je crois que c'est ce qu'il se passe quand il y a des casserolades, comme on les a appelées. Moi, je les soutiens bien évidemment. C'est leur seul moyen d'expression aujourd'hui. Jean Lacapelle, eurodéputé et porte-parole du Rassemblement national, votre parti s'apprête à lancer demain une campagne autour de la paix sociale. Est-ce que on doit en comprendre que vous aussi, vous souhaitez tourner la page, c'est-à-dire vous me dites, je soutiens d'un côté ceux qui continuent à manifester contre la réforme des retraites, et en même temps vous dites, allez, il faut la paix sociale, façon de dire, il faut passer à autre chose. Non, mais la vie politique continue. La vie politique continue. Emmanuel Macron est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement qui continue à détruire à la fois... Mais ça veut dire quoi, une campagne pour la paix sociale dans ce contexte ? Vous le verrez, on va vous décliner demain cette campagne qui est prévue. Mais si le sujet de l'immigration, comme il était prévu dans l'agenda, avait été prévu, eh bien, nous aurions peut-être lancé une campagne sur l'immigration, ce qui était prévu dans un premier temps. Donc, vous voyez, on s'est évolué en fonction aussi de l'agenda législatif ou de l'agenda politique. Aujourd'hui, la paix sociale, c'est le premier problème des Français. Il y a un problème de pouvoir d'achat, on le sent bien. Au-delà du problème des retraites et de la réforme de retraite que les Français contredisent, 85% des Français sont opposés à ce projet de retraite, il y a un problème de pouvoir d'achat. Les Français ont du mal à boucler leur fin de mois. Qu'a fait le gouvernement? Rien. On avait proposé une baisse de la TVA. Il invite les syndicats la semaine prochaine, une fois passé le délai de décence du 1er mai de la CFDT, pour notamment évoquer la question du partage de la valeur, pour évoquer la question de l'emploi du senior, pour évoquer ces questions précisément qui restent posées dans le débat. Est-ce que les syndicats doivent y aller au nom de cette paix sociale à laquelle vous appelez? Alors moi, je suis pas là pour répondre à la place des syndicats, qu'ils fassent ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent faire. Moi, ce que je regarde, c'est que le chef de l'État est en train de créer une diversion, que le chef de l'État est en train de créer encore et de faire un effet de communication en allant sur les marchés rencontrer les Français pour leur dire je vous écoute et je vais vous expliquer les choses. Mais les Français ont parfaitement compris que ce projet de retraite, par exemple, c'était de travailler plus pour gagner moins. Ils l'ont compris. Pourquoi le chef de l'État s'est entêté et s'est obsédé à vouloir passer au forceps ce projet de retraite et donc mépriser les Français. Aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Quand est-ce que le chef de l'État va,
comme ses homologues au Portugal. En Espagne, par exemple, quand est-ce qu'il va baisser la TVA de manière à restituer aux Français une partie de leur argent, la Cour des de comptes dit manière que ça ne à leur sert à permettre rien. de vivre décemment, un peu plus décemment, leur fin de mois. Sauf que c'est une proposition du Rassemblement national de baisser la TVA. La Cour des comptes dit que ça distribuera très peu de pouvoir d'achat en réalité. Mais, alors, la Cour des comptes, il faudrait qu'elle s'adresse aux Français. Parce que si baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les produits d'énergie, si faire une économie de 200 euros sur le carburant par mois, ceci ne sert à rien, eh bien écoutez, je crois qu'elle ne se met pas à la puis la place TVA, des Français qui ont du mal à boucler les fins Elle de ne mois. cible pas justement seulement les Français qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. Oui, mais écoutez, moi je crois que nous sommes aujourd'hui le pays champion du monde des impôts. D'accord ? 45,3% de prélèvements fiscaux. Un record d'ailleurs en 2022. Mais je crois que les Français méritent qu'on leur restitue une partie de leur argent. Et quel qu'il soit, je crois qu'il aurait été bon, en effet, que l'État ne soit pas le profiteur de crise non plus. Parce que Emmanuel Macron a beau dire qu'il y a des profiteurs de crise suite au conflit en Ukraine. Mais oui, mais l'État a profité aussi de la crise, puisque la flambée des prix, il en profite bien avec notamment la TVA qui se met dans la poche. Le RN renoue avec une vieille tradition. On va y revenir sur les impôts dans quelques instants, mais demain, sur ce 1er mai, donc il y a la fête du travail d'un côté, et puis il y a le Rassemblement national qui se retrouve au Havre, chez Édouard Philippe. C'est un choix curieux, puisque c'est une ville où le RN n'a aucun député, où Marine Le Pen est arrivée 3e à la présidentielle. Est-ce que vous y allez uniquement pour mettre en scène un futur duel à venir avec Édouard Philippe en 2027 ? Je crois que c'est pas du tout Édouard Philippe qui nous a conduit à aller au Je Havre. rappelle que le Havre est une ville dirigée par Édouard Philippe. Oui, mais en fait, c'est pas du tout Édouard Philippe qui a conduit ce choix-là. Je me souviens très bien de ce débat que nous avons eu. Nous cherchons une ville symbolique de la désindustrialisation et d'une population qui aujourd'hui a du mal à boucler les fins de mois, qui aujourd'hui est victime de cette crise du pouvoir d'achat. Donc nous avons décidé d'aller au Havre pour faire évoluer aussi notre format du 1er mai. Et nous l'avons organisé, baptisé la fête de la nation avec un grand déjeuner où 1500 personnes seront présentes. Et je crois que ce sera demain un très beau succès Est-ce que populaire. l'idée, ce ne sera pas aussi de ne surtout pas être à Paris, associé à l'intersyndicale et à la grande manifestation unitaire contre Non, la mais réforme vraiment, des retraites? mais pas du tout, vraiment, pas du tout. Ça aurait pu être à Paris, ça a été le Havre, et l'année prochaine, ce sera un autre endroit. Il y en On aura fait tous les ans évoluer. désormais, à nouveau, des Mais- rassemblements du 1er mai. mais chaque année, il y a toujours un rassemblement le 1er mai. Il y aura un hommage d'ailleurs aussi à Jeanne d'Arc. Jordan Bardella l'a annoncé, sous un format un peu différent, mais il y aura aussi un hommage à Jeanne d'Arc, parce qu'on n'oublie pas nos traditions. Et je vous le dis, demain, cette fête de la nation va réunir près de 1500 militants. Le déjeuner est complet déjà depuis plusieurs semaines. Et je crois que ce sera une grande fête politique et nationale dans notre camp. Jean-Alain Capelle, eurodéputé, porte-parole du Rassemblement national. Notre invité ce matin sur France Info. On poursuit cet entretien dans un instant. D'abord à 8h40, c'est le fil info, c'est avec Valentine Letesse. Pas question pour la ville de Paris de payer les dégâts causés par les manifestations contre la réforme des retraites. C'est à l'État de le faire, selon elle. Après 3 mois d'action, la facture s'élève à plus d'1,5 million d'euros. 4 000 à 5 000 fêtards participent depuis avant-hier maintenant à une rave party à La Roche-sur-Yon. La fête s'est installée sur la friche d'une ancienne usine, précise la préfecture de la Vendée. Policiers, gendarmes et secours sont sur place. Au moins 2 morts en Russie après des frappes ukrainiennes hier soir à la frontière entre les 2 pays, précisent les autorités russes. 66 ans après, la Coupe de France retourne à Toulouse. Le TFC a dévoré les Canaries de Nantes hier soir, 5-1. La fête pour le titre commence à 18h, place du Capitole ce soir. France Info. Le 8-30 France Info, Neila Latrousse, Céline Aslo. Avec toujours sur le plateau Jean-Alain Capelle, eurodéputé, porte-parole du Rassemblement national. Alors vous avez sans doute vu que la note de solvabilité de la France avait été abaissée hier par Fitch, cette agence de notation qui juge notamment que la situation des finances publiques en France interroge. On voit donc un avertissement à l'État. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la France ? C'est une mauvaise nouvelle d'abord pour Emmanuel Macron, parce que finalement cette agence donne une mauvaise note et adresse une mauvaise note aux mauvais élèves. Emmanuel Macron, dont je rappelle tout de même que sa formation de banquier, qu'on avait présenté comme le Mozart de la finance, finalement n'aura pas réussi à redresser, à modifier la trajectoire des comptes publics. Il a même amplifié le problème. Il n'a pas rassuré les marchés, il n'a pas rassuré les spécialistes, il a amplifié la dette, puisque 2022, c'est 650 milliards de dettes supplémentaires pour la France. Alors Emmanuel Macron a beau dire, il a beau motiver cela en disant, mais ce sont toutes les aides qu'on a apportées aux entreprises pendant le Covid. Faux. Et le quoi Mensonge. qu'il en coûte qui un a tiers seulement a été apporté aux entreprises pendant le Covid, et les 2 autres tiers, donc, ne sont pas du tout liés au Covid, et sont liés à la mauvaise gestion des comptes publics de la part d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Mais le message de Fitch, c'est précisément de continuer à faire des réformes et d'assainir
soutenir les finances publiques. C'est pas une sanction au sens où la note n'est pas dégradée de plusieurs crans. Au contraire, ils disent c'est une inquiétude face à votre capacité à continuer à faire des réformes. Est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national va soutenir désormais, au nom de ce besoin d'assainir la dépense publique, toutes les réformes qui viseront à faire des économies? Non, mais la question, on voit bien que la réforme des retraites n'a pas rassuré. Ni les marchés, ni les spécialistes financiers. Mais il ne s'agit pas... C'est la méthode qui interroge, en disant ça a conduit à de telles colères qu'on se pose la question aujourd'hui de est-ce qu'il pourra continuer à faire Mais il s'agit demain de moins dépenser, de mieux dépenser. Emmanuel Macron, lui, dépense plus, on le voit, il dépense mal. Il faut qu'il s'attaque aujourd'hui aux dépenses publiques, qu'il aille dans le vif du sujet. Sur quel poste, par exemple? Par exemple, le sujet de l'immigration, nous le dénonçons depuis longtemps. Les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés, 2 milliards par an, dont on sait qu'ils sont la plupart du temps, ils ne sont pas mineurs. L'assurance maladie, l'AME, l'assurance maladie pour les clandestins, 1 milliard par an, 35 à 50 milliards de fraude fiscale, de fraude sociale, des fausses cartes vitales. Quand est-ce qu'on va s'attaquer à des sujets comme cela? Des millions, des centaines de millions qu'on donne à des cabinets comme McKinsey, qui d'ailleurs font le boulot, puisque vous font le boulot évoquez du les fraudes. gouvernement. Gabriel Attal était invité de France Info vendredi. Il dit la plus grosse fraude aujourd'hui, c'est la fraude à la TVA. C'est autour de 20 milliards d'euros. Oui. 2 milliards d'euros sur l'immigration, c'est 10 fois plus sur la fraude à la TVA. Est-ce que l'urgence, c'est de taper plus durement les entreprises qui fraudent à la TVA ou aux cotisations sociales? Mais qu'il le fasse, mais il ne s'attaque à rien pour l'instant. Le gouvernement parle beaucoup, mais il amplifie la dette. Jamais l'État a été aussi endetté. Donc il amplifie la dette et il continue de financer ses folles dépenses. Et à côté de cela, je le disais tout à l'heure, quand les Français sont champions du monde des impôts, ils devraient avoir des services publics normalement à la hauteur quand même de ce qu'on devrait leur proposer. La vérité, puisque vous évoquiez ce chiffre de 45% du PIB... 45,3% du PIB qui part dans des impôts et dans du recouvrement fiscal. La réalité de ce chiffre, c'est que les impôts ont baissé. Mais que le PIB a baissé aussi. Et que donc la part des impôts dans le PIB a augmenté, alors même que la baisse des impôts fait rentrer plus de recettes. Non, mais C'était ce que disait Gabriel Attal sur ce plateau vendredi. Mais en fait... en disant que vous faisiez une confusion au RN. Mais il n'y a pas que la feuille d'impôt aussi. Il y a toutes les taxes parallèles, toutes les taxes périphériques, comme la TCPE, que M. Macron a augmenté quand il était ministre ou président de la République. Il y a la TVA, dont il profite bien depuis la flambée des prix, notamment sur l'énergie. Donc tout ceci, ça sort bien de la poche des Français et ça rentre bien dans la poche de l'État. Mais vous n'avez pas répondu. Donc il y a un plan contre la fraude qui est présenté a priori la semaine prochaine. Est-ce que le RN soutiendra toutes les mesures de réduction et d'assainissement de la dépense publique? Mais tout ce qui concerne bien évidemment la chasse à la fraude, nous le soutiendrons bien évidemment. Mais il y a des dépenses autour de l'immigration, des pompes aspirantes qui coûtent des milliards aux Français. Et nous disons aujourd'hui, il faut d'abord privilégier les nôtres plutôt que les autres. Donc faisons des économies là-dessus. Le gouvernement ne le fait pas. Plutôt que de laisser le débat de l'immigration que tous les Français attendaient à l'Assemblée nationale, il a décidé finalement de le rejeter, de le reporter à l'automne prochain. Je crois que c'est une grave faute politique. En tout cas, Jean-Léon Capelle, Gabriel Attal vous accuse au Rassemblement national de ne pas soutenir les mesures qui sont prises en faveur des classes moyennes, les Français qui travaillent, les ministres des comptes publics qui étaient donc notre invité vendredi sur ce plateau sur France Info et qui voudrait justement, lui, baisser les impôts à destination des classes moyennes. On a assumé de dire qu'il faut adapter les règles de l'assurance chômage. Il faut qu'on indemnise moins longtemps pour inciter à la reprise d'emploi. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rassemblement national? Il a voté contre. Quand on dit qu'il faut que le RSA soit désormais soumis à des contreparties en termes d'activité, qu'est-ce qu'il dit, le Rassemblement national? Il est contre. Donc si Madame Le Pen dit qu'elle est pour les classes moyennes, comment est-ce qu'elle explique qu'ils prennent systématiquement des positions qui vont contre les classes moyennes? Et si elle veut parler des classes moyennes, moi je lui propose, ça peut être sur votre antenne, sur une autre antenne, qu'on débatte ensemble sur la question des classes moyennes, où elle pourra rendre des comptes sur les prises de position qui ont été les siennes ces dernières années, systématiquement contre l'intérêt des classes moyennes en France. Alors on est prêt au débat au Rassemblement national sur ce point, Jean-Léon Capelle? Mais bien sûr on est prêt au débat, bien évidemment, mais est-ce que M. Attal est candidat à l'élection présidentielle? S'il l'est à ce moment-là, qui propose un débat à Marine Le Pen, bien évidemment. Mais je m'amuse parce qu'Emmanuel Macron, ils ont passé leur temps à essorer les classes moyennes depuis le départ. Je le disais, par les prélèvements fiscaux qui ont augmenté en tout. C'est ce 45,3, ça reste un record. Mais deuxièmement, je vais vous donner un autre exemple. L'IFI, par exemple, l'impôt sur la fortune immobilière. On a supprimé l'impôt sur la fortune. Donc on fait plaisir, on envoie un petit cadeau à ses copains, en quelque sorte, de la part d'Emmanuel Macron, et on crée l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des millions de Français qui, au bout de 30 ans, voulaient accéder à la propriété, s'acheter un appartement ou une maison pour préparer sa retraite, ces Français ne peuvent pas le faire parce qu'on a créé... Le gouvernement rappelle aussi qu'il y a des mesures fiscales à destination des classes moyennes, notamment la suppression de la taxe d'habitation, de la redevance, par exemple, qui ont été à destination de ces Français qui travaillent, pour reprendre l'expression de Gabriel Attal. Oui, ça, vous saluez ça? Oui, mais vous savez, il y
y a la communication et puis ensuite il y a la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, eh bien les Français, c'est le pays qui a l'impôt le plus élevé au monde. L'essence la plus chère au monde, c'est en France, hein, l'essence, le carburant. Je lisais chez vos confrères de la presse écrite la semaine dernière que l'électricité la plus chère en Europe, c'est en France. En fait, tout est cher en France. C'est-à-dire que vous payez beaucoup d'impôts. Vous n'avez pas grand-chose à la fin du mois pour continuer à vivre et pour vous offrir des loisirs. Et vous avez en plus un service public qui est totalement dégradé. L'hôpital, l'école, très sincèrement, avec un Papa Ndiaye qui est en train de rallumer la guerre entre l'école privée et l'école publique. Et puis une sécurité, une immigration qui flambe. Écoutez, les Français n'arrivent pas à comprendre où est-ce que passe leur argent. Le problème, il est là. Et on a Emmanuel Macron qui n'arrive plus à gouverner, qui n'a plus de majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale, qui maintenant refuse, reporte les débats. Alors écoutez, il y a deux choses maintenant. Transparence aussi, hein, qui lance un site justement pour dire aux Français, Oui, voilà où va votre argent. Oui, nous avons voilà fait une campagne de communication nous aussi pour expliquer aux Français où passe leur argent. Écoutez, pour l'instant, leur argent, il ne revient pas dans leur poche. Le problème, il est là. On est dans une situation, dans une grave crise politique aujourd'hui. Emmanuel Macron ne peut plus gouverner. Donc parce qu'on a un quinquennat qui est en suspens. Emmanuel Macron refuse le débat sur l'immigration, il le reporte à l'automne. Alors qu'est-ce que l'on fait? Soit on continue comme cela et le pays devient ingouvernable, soit maintenant Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, de manière très digne à ce moment-là, eh bien, redemande aux Français d'aller voter, dissout l'Assemblée nationale et redemande aux Français la confiance. Le général de Gaulle l'avait fait, Jacques Chirac l'a fait, par exemple, un autre temps. Mais écoutez qu'Emmanuel Macron le fasse, parce qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à avoir de majorité à l'Assemblée. L'agence Fitch, en dégradant la note de la France, écrit que la situation actuelle pourrait créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes. Il s'inquiète que les mesures d'économie, les quelques mesures d'économie prises jusqu'ici, soient un jour effacées d'un trait de plume. Est-ce que si le RN est majoritaire un jour, il s'engage à ne pas revenir sur les mesures d'économie votées sous Emmanuel Macron? Sur le projet des réformes de retraite, Marine Le Pen comme Jordan Bardella ont été très clairs. Si demain nous accédons au pouvoir, nous reviendrons là-dessus. Même si c'est des mesures d'économie réclamées par... Mais ceci là aussi est une manipulation. Parce que tout ceci a été décidé au sein du Parlement européen. Dans tous les procès, je suis député européen, dans tous les procès-verbaux, il a été dit que les 40 milliards d'aides du plan de relance seront versés à la France à condition qu'il réforme son système de retraite et qu'il l'harmonise au sein de l'Union européenne. En 2022, 3 milliards d'excédents dans le système de retraite. En 2021, 900 millions d'excédents. Qu'on ne nous dise pas que le système de retraite ne fonctionne pas. Et si, à horizon 15 ans, il y a éventuellement 10 milliards de déficit, 10 milliards sur 165 milliards, ça n'est pas beaucoup. D'autre part, si on veut franchement demain rendre positif et renflouer le système des retraites, eh bien changeons le modèle économique, arrêtons ce mondialisme complètement fou et relocalisons nos entreprises de manière à recréer de la croissance chez nous. C'est le cercle vertueux dans lequel il faut aujourd'hui qu'on s'inscrive. Merci Jeanlin Lacapelle d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Porte-parole du Rassemblement national.